Salut et bienvenue dans ce nouveau petit-déj. Aujourd'hui avec Marvin, on va parler d'un sujet super important pour les petites entreprises, petites et moyennes entreprises. On va parler de cybersécurité. Alors on sait que ça touche beaucoup de personnes en France, on sait que c'est un coût, on sait que ça fait peur. Alors ne vous inquiétez pas, Marvin a prévu quelques petits tips, quelques petites astuces pour vous aider à vous sécuriser et à sécuriser votre entreprise. Alors Marvin, est-ce que tu peux nous parler de ce sujet? Qu'est-ce que tu en penses toi de la cybersécurité? Yes, salut tout le monde, merci pour l'intro. Effectivement, on s'est dit que c'était intéressant parce que on entend beaucoup parler d'attaques, on entend beaucoup parler de cybersécurité. Là, il y a des normes qui sont en train de sortir. Bref, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, concrètement, je gère, imaginons 8, 15 personnes. Demain, je rentre dans mon entreprise ou même tout seul, ça fonctionne aussi, hein, mais c'est un peu plus simple. Mais voilà, dès qu'on est dans des petites structures de moins de 20 ou 50 personnes, comment je me sécurise? Quel est l'impact? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on veut me vendre juste des solutions de sécurité ou est-ce qu'il y a un vrai sujet? Ouais. Vas-y. Ah ouais, non, mais en fait, ça me fait tout de suite penser, tu sais, au Avast, antivirus, les trucs comme ça. Est-ce que c'est efficace? Tu vois, les petites fenêtres qui arrivent en bas à droite de l'écran qui nous dit vous avez un virus, attention. Ou est-ce que c'est du flan pour nous vendre des solutions? Est-ce que c'est la première étape pour se sécuriser? Alors, je vais te révéler un secret. Non, je peux le dire maintenant parce que du coup, j'aurais peur de me faire hacker après. Sinon, mais en gros, moi, pendant toutes mes études informatiques, on était, je sais pas, 20, 30 par promo. Okay. Personne n'avait d'antivirus, on n'a jamais eu de problème. Pourtant, on visitait, entre guillemets, des sites pour apprendre le hacking, etc., où potentiellement il pouvait y avoir des risques. Et c'était il y a déjà 15 ans. Et on n'a jamais eu de problème. Aujourd'hui, j'ai quand même un antivirus. C'est juste pour... En fait, l'antivirus, c'est une barrière si tu fais une erreur. Il y a un truc qu'on va répéter tout du long, et ça, c'est vrai, et ça fait 20 ans que c'est vrai, ce sera toujours vrai. C'est que globalement, dans l'informatique, même si on sécurise tout, 70% du temps, c'est une erreur humaine. Un humain qui fait toujours attention, globalement, à moins d'une attaque ciblée, ça c'est un cas vraiment très spécifique, un État qui nous attaque ou un groupe de hackers, là j'ai envie de dire c'est même l'inverse, il ne faut pas trop chercher, on ne pourra pas faire grand chose. Mais pour tout le reste, quand on se fait cibler un peu indirectement, un virus sur je ne sais pas quel site, ou un faux mail et je paye avec ma carte bleue, enfin tout ça, ça repose sur l'erreur humaine. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je terminerai par un de ces conseils-là. On va voir 4 conseils, en gros, étape par étape. L'idée, pour ceux qui connaissent un peu, quand on apprend en informatique comment ça fonctionne un ordinateur, comment ça fonctionne l'informatique, on apprend un truc qui s'appelle le modèle OSI. C'est en gros comment ça fonctionne couche par couche, en partant du réseau électrique. Tu branches ton PC jusqu'à ce que tu as sur l'écran. Entre les deux, tu as l'alimentation électrique, tu as la carte graphique, tu as le PC, enfin, le réseau. Et puis, tout au bout, tu as l'humain. L'écran, ce qu'il voit, c'est logiciel et tout et tout. L'interface. Exactement. Okay. Donc, on va partir du plus basique et on va finir jusqu'au plus humain, entre guillemets. D'accord. Alors, pour que les choses soient claires pour tout le monde et pour vous qui nous regardez, comment est-ce qu'on se fait attaquer? Tu parlais d'attaques directes et indirectes. En l'occurrence, je pense que les entreprises ne sont pas personnellement ciblées. Donc, on va dire que c'est principalement des attaques indirectes. Ça ressemble à quoi une attaque indirecte? Est-ce que c'est un mail qui nous promet monts et merveilles sur lequel on clique? Est-ce que c'est une pièce jointe dans un mail dont l'expéditeur n'est pas forcément connu? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Ouais. Alors, on va partir des stats. Hein. Je pourrais évoquer plein de cas. Il y a aussi des attaques directes sur les TPME, mais c'est un peu le même sujet que à l'époque, on disait on braquait les banques parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Puis les banques se sont sécurisées, on a braqué les bijouteries. Puis après les bijouteries, les bureaux de tabac. Puis maintenant, vu que tout ça c'est sécurisé, on passe à autre chose. En informatique, c'est pareil. Les hackers, ils vont là où c'est moins sécurisé. Un grand groupe, il y a des failles, mais potentiellement, ils sont mieux équipés. Donc, la TPME devient intéressante. Et souvent, la TPME, c'est un utilisateur qui va cliquer sur un mail. Il y a des études sur ça. Vous pouvez regarder sur le site de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité informatique. Et ils ont des études qui sortent tous les ans avec les attaques les plus fréquentes. En gros, c'est le phishing. Donc, quelqu'un qui reçoit un mail, qui clique sur un lien et qui rentre une info confidentielle, carte bleue, IBAN ou autre. Enfin, IBAN, prélèvement ou autre. Ensuite... là, il y a quand même beaucoup depuis quelques années les ransomware. Donc, tu cliques quelque part sur un fichier que tu ne devrais pas télécharger, ça t'installe un virus qui va bloquer ton ordinateur et si tu ne payes pas la rançon, tu ne récupères pas les données. Et d'ailleurs, même si tu payes la rançon, souvent tu ne les récupères pas. Et après, tout au bout, il y a toujours le même truc. Alors, ça se voit moins souvent, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle du social engineering. C'est-à-dire, on va tromper l'humain. Je suis livreur, je mets une casquette, je prends un carton. J'arrive parce que quelqu'un rentre dans l'entreprise alors qu'ils font un badge. Je lui dis excusez-moi, j'ai les mains prises, ils m'ouvrent à la porte, je rentre.
Je rentre et puis je récupère, je sais pas, une carte bleue, un truc qui traîne sur un bureau ou un post-it où il y a des mots de passe. Et en fait, là, on peut faire tout ce qu'on veut en informatique. À un moment donné, c'est l'humain qu'il faut former. Donc, si on prend le premier niveau avec ce qu'on vient de dire, la première étape, c'est de se dire, bon bah ok, niveau le plus bas, le matériel. Le matériel qui soit de qualité, entre guillemets, pas, c'est tout bête, hein, mais quand c'est un Windows qui est bien configuré ou un Mac qui est bien configuré, qui est à jour, qu'il faut qu'il y ait une politique au niveau du matériel, toujours à jour, toujours bien entretenu, toujours bien entreposé aussi, c'est important. Je mets un PC au rebut, je le jette pas comme ça dans la nature, il y a un disque dur dessus, il y a des infos. Donc vraiment la partie matérielle, c'est du basique, mais globalement, de bien piloter son parc, c'est important. Et il y a des logiciels pour ça, où tu installes des petits softwares qui te permettent de contrôler de contrôler les PC à distance, pardon. Typiquement, TeamViewer le propose, hein, c'est pas le seul, mais il y en a d'autres. Et ce petit agent qui va être installé permet notamment de prendre le contrôle à distance pour dépanner, mais il permet aussi de dire, tiens, il y a 10 PC de connectés, tu peux déconnecter celui-là, tu peux l'effacer à distance, tu peux autoriser l'installation de ce logiciel. Maintenant, la gestion de parc informatique, c'est plus réservé qu'à des personnes qui ont un service informatique et 150 postes, c'est aussi pour les petites structures qui veulent un petit logiciel adapté. Ok, super. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, matériel et équipement. Ok. Pour la deuxième étape, la deuxième phase, qu'est-ce que ce serait la partie Alors après, on peut monter un petit peu au niveau disque dur, données. On en parle très souvent et tout le temps, mais c'est vraiment indispensable, la sauvegarde. Alors moi, le premier, aujourd'hui, on a besoin de très peu de sauvegarde, nous, aux agences, parce que globalement, tout est en ligne. Donc, sur un cloud. Sur un cloud. Mon logiciel de facturation, il est en ligne, ma banque, elle est en ligne. Donc, j'ai pas grand-chose à sauvegarder en local. Demain, il y a le feu à l'agence, je ne le souhaite pas, mais si ça arrive, on a tout un plan de reprise d'activité, PRA, qui permet de se dire, ok, le lendemain, limite, on est actif. D'accord. Et ça concerne, vous avez un serveur distant, vous avez du stockage en physique ailleurs? Aujourd'hui, c'est pareil, notre solution de sauvegarde, elle est à distance, parce que j'ai pas grand-chose à sauvegarder. J'aurais beaucoup de choses à sauvegarder, en fait, j'aurais un serveur en local, ça coûte pas forcément très cher, un gros disque dur, que tu synchronises avec une solution en ligne, et là, t'es quasiment imbutable. Enfin, je veux dire, tu loues un Tera en ligne ou 20 Tera et tu le synchronises en local. Ça veut dire qu'il faudrait qu'en même temps, chez l'hébergeur et chez toi, il y a un problème. Là, c'est compliqué. Donc, la sauvegarde. Et au pire, là, je pense plus aux indépendants ou autres. C'est toujours pareil. Alors, les férus d'informatique et de cybersécurité vont dire c'est pas pareil. Il y a la sauvegarde, la synchronisation. C'est pas pareil. Oui. C'est vrai que si tu as juste Google Drive et que tu stockes tout dans Google Drive, on peut se dire ton PC il brûle, tu te reconnectes sur Google Drive sur un autre PC, tu as des données. Et là, ils vont te dire oui, mais synchronisation ne veut pas dire sauvegarde. C'est vrai. Parce qu'à l'inverse, quelqu'un vient sur ton Drive, supprime tout, comme c'est synchro partout, il t'a tout supprimé partout. Okay, donc c'est vrai. Mais c'est mieux que rien. Oui, je vois. Tu as toute ton infra dans un Dropbox ou un Google Drive, tu diminues le risque de perdre tes données. C'est déjà ça. Ou sinon, on peut faire, disque dur. Aujourd'hui, il y a des 1 Tera qui font la taille d'une carte bleue. On peut faire des sauvegardes, on va dire, hebdomadaires. Alors, écraser les données, non ? C'est la sauvegarde la plus fragile, on va dire. C'est possible. Mais je te dirais ça, ok, si ton disque dur, il est synchro avec autre chose. Parce que là, c'est trop risqué. Autant laisser sur ton PC. Ton disque dur, là, tu ne vas solutionner qu'un seul truc, c'est la panne de ton PC. Qui au final, c'est pas le truc qui arrive le plus directement de perdre la donnée de ton disque dur. Donc c'est mieux que rien, mais typiquement autant avoir un Dropbox ou autre. Parce que ton disque dur, tu le perds. Et là, surtout, ça ouvre une faille supplémentaire, quelqu'un récupère le disque dur. C'est ça, et là, accès à des données sensibles. C'est ça. Ok, donc, fausse bonne idée. Pas la meilleure. Ok, ça marche. Du coup, allez, on passe au troisième conseil pour le moment. Ouais, donc tu as du bon matériel, tu gères ton parc, tu sauvegardes ou tu synchronises un minimum. Le troisième, c'est la gestion des mots de passe. Voilà. Et là, c'est pareil. Tout ce que je viens de dire, ça se fait assez vite. Si tu sélectionnes bien tes achats et que tu t'organises, c'est assez naturel. La gestion des mots de passe dans une équipe, notamment, c'est vrai aussi quand on est seul, c'est de savoir où sont les mots de passe et quelles sont les règles qui sont appliquées. Nous, aujourd'hui, on paye des logiciels. Alors, c'est 3-4 euros par mois par utilisateur. C'est toujours un coût. Chaque fois, on cite des outils, je suis d'accord, mais ce n'est pas les outils les plus chers. Il y a des licences bien plus chères. Et donc là, tout le monde, nous, a un coffre-fort partagé. Et l'idéal, c'est quoi alors ? C'est pareil, là, tu saisis tu saisis même plus tes mots de passe. C'est connecté sur ton navigateur, ça pré-saisit des mots de passe de 50 caractères. Je ne connais aucun des mots de passe de l'entreprise. J'ai accès au coffre-fort qui pré-remplit les mots de passe, mais l'équipe et moi, on ne connaît globalement pas les mots de passe.
Par contre, on a tous un master password qui nous donne accès à ce truc-là, qui est très sécurisé. Et là, moi, on peut mettre des politiques, genre, ce mot de passe doit être changé tous les mois, sinon tu peux plus le copier-coller. Il faut forcément qu'il y ait 10 caractères. Enfin, d'un coup, tu appliques toutes les règles de mot de passe et tu utilises un outil qui même facilite le travail de tes équipes. Et donc, globalement, on a aussi ce qui s'appelle la Watchtower, c'est-à-dire que tu as un outil inclus dans le logiciel qui te dit, attention, tiens, ce site a été hacké potentiellement, changez le mot de passe. Ce mot de passe est vieux, changez-le, etc., etc. Ok, donc il te permet de mettre à jour et de piloter quand même ton parc en fait, de mots de passe. D'accord, très intéressant. Est-ce que tu as un nom à nous donner? Parce que c'est quoi? C'est OnePassword? Il y a OnePassword, il y a Dashlane, etc. Ok, c'est bon. Bah, vous avez vu que c'est super important, donc n'hésitez pas à aller regarder ces différents outils et puis à prendre celui qui vous conviendra le plus. C'est ça. Est-ce qu'on peut conclure sur le dernier conseil que tu peux donner sur la partie cybersécurité? Très rapide, hein. Je l'ai dit en fait aux étapes des 3 autres, c'est la formation et la sensibilisation. On peut mettre en place tout ce qu'on veut, si les équipes ne sont pas sensibilisées, formées un minimum, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tout le monde... Tu as un logiciel de mot de passe, mais quelqu'un le copie, l'écrit sur un post-it, le met sur le PC et tout est foiré. Donc la sensibilisation, c'est important. Nous, on a mis quelques petits trucs en place. Par exemple, on a la journée de la cybersécurité. C'est un événement dans l'agenda tous les 6 mois où tout le monde doit nettoyer un peu ses mots de passe, nettoyer son PC, regarder s'il a les logiciels à jour, si tout est bien installé, etc. Ça leur prend 1 heure ou 2, en fait, ça prend pas la journée, mais ça sensibilise. Et puis une petite réunion, tu parles du RGPD, tu parles du matos, tu parles d'une faille de sécurité qui vient de sortir. C'est comme ça que les gens s'habituent, entre guillemets. Voilà. Et que tout le monde est au même niveau d'information. C'est ça. Ok, super intéressant. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a semblé vraiment intéressant. Pour le coup, moi, j'ai appris pas mal de choses. Donc, je te remercie, Marvin, pour le sujet. Avec plaisir. On vous donne rendez-vous pour un prochain petit-déj avec un super sujet qui, je pense, va vous intéresser. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo auprès de quelqu'un, un entrepreneur qui ne protège pas ses mots de passe ou qui laisse son post-it traîner sur la table de chevet. Ah, sait-on jamais? On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.